Bonjour à tous. Voici donc la toute première série, enfin la première vidéo de la série dont je vous avais parlé et qui a priori était bien attendue sur la chaîne. On va détailler une TSF étage par étage. Et je vais essayer de vous expliquer ce que je peux. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On va commencer aujourd'hui par l'alimentation. Donc, on va partir enfin du secteur, de la tension secteur, et on va arriver jusqu'au filtrage, c'est-à-dire tension redressée filtrée, qui permettra par la suite de pouvoir alimenter le reste des étages d'un récepteur. Mais c'est vrai que si on n'a pas l'alimentation, ça sera compliqué d'aller plus loin. Donc la toute première étape, ça va être de contrôler et réparer éventuellement si besoin l'alimentation pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, on se concentrera exclusivement sur cette partie et on n'ira pas au-delà et ça sera déjà pas mal. Vous verrez que on aura déjà bien avancé quand on aura fait tout ça. Alors je me suis fait un petit fil conducteur pour pas trop oublier de choses parce que c'est compliqué surtout quand ça fait des années qu'on pratique, après c'est compliqué de reprendre étape par étape pour tout expliquer dans le détail. Donc là, tout ce que vous allez voir, en fait, on peut pas faire enfin, moi personnellement, je peux pas faire du cas par cas. Je peux absolument pas prendre les plus de 35 000 postes de TSF qui ont été commercialisés, les prendre un par un, vous expliquer où sont les pannes potentielles, tout ça, vous comprenez bien pourquoi. Donc on va faire du général. Donc tout ce que vous allez voir en termes de schéma, en termes d'explication, c'est du général et ça sera à adapter à ce que vous voulez faire. Mais déjà, vous aurez au moins les bases. Voilà, déjà au moins avec ça, vous pourrez déjà avancer un petit peu. Alors c'est pas évident parce que bon, j'ai un logiciel normalement qui me permet de capturer l'écran et tout ça, mais l'image elle est pas terrible, elle est pas nette. Alors j'ai pas compris pourquoi. Il faudrait que je vois avec un collègue là le pourquoi du comment. Donc là, je filme l'écran. Voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution pour que ce soit net. Je filme l'écran. Et de temps en temps, je vous ferai voir sur une TSF qui est posée sur la table là devant. Mais enfin vous y verrez rien parce qu'avec le montage, ben ça basculera d'un côté à l'autre. Moi, je ferai les manips. Et donc voilà. Alors, euh, je vais commencer par un point important. C'est une mise en garde. La toute première des choses, c'est faites gaffe. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Euh, c'est quand même assez dangereux, hein, surtout une alimentation. Il faut quand même bien savoir où est-ce qu'on met les doigts, parce que vous allez voir qu'il y a de la haute tension. Ça peut monter relativement haut d'ailleurs, et ça peut être dangereux. Donc moi, tout ce que je vous montre là, ça n'est pas un tuto, c'est juste de l'information. Euh, je me dégage de toute responsabilité si vous arrive quelque chose. Le musée, c'est pareil, dégagez de toute responsabilité si jamais vous faites une mauvaise manip, que vous cramez quelque chose ou que éventuellement vous vous blessez. Je pense qu'on a assez mis en garde sur le fait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans une TSF. Donc là, après, voilà, ça sera à vous de prendre vos responsabilités. J'ai très longtemps été contre ce genre de vidéos sur la chaîne. Bon, pour des raisons, pour ces raisons-là d'ailleurs. Donc là, voilà, on m'a dit bon,
Faudrait peut-être, ok, pas de souci, mais je vous le dis tout net, si jamais il arrive quoi que ce soit, prenez pas forcément tout ce que je vous dis au pied de la lettre, faites gaffe, éventuellement, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, eh ben renseignez-vous avant et puis voilà quoi, parce que là on n'y va pas, c'est surtout cette partie-là, c'est quand même, faut faire attention, hein. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair pour tous. C'est pas un tuto, c'est bien juste de l'information et en plus de ça, ça ne sera automatiquement pas adapté à ce que vous allez voir. C'est juste des bases pour vous donner un espèce de fil conducteur, on peut dire. Mais ça sera adapté en fonction de votre appareil parce que tous les appareils ne sont pas montés pareil. Tous n'utilisent pas les mêmes tensions, tous n'utilisent pas les mêmes lampes, les mêmes montages aussi, des montages qui sont différents. Donc voilà. Bon, il faudra faire attention avec tout ça, il faudra composer avec tout ça. Voilà, donc on va commencer. Je regarde si ça filme correctement. A priori, oui. Donc, on va commencer par la première des choses. Donc, sur une TSF, logique, vous avez d'un côté la prise qu'on vient raccorder au secteur. Donc, à ça, pas de grande surprise, hein, évidemment. Il faut, avant de brancher quoi que ce soit, donc là on travaille bien hors tension, hein, on est d'accord, hein. Donc il faut, avant toute chose, contrôler l'état du câble. Parce que forcément, votre appareil a déjà quelques années. Il faut impérativement contrôler l'état du câble et éventuellement le changer si nécessaire. Et je ne vais pas vous dire que dans 100% des cas c'est nécessaire, mais dans 99% des cas, moi je ne me pose pas la question, je remplace le câble. C'est très très rare que je ne le remplace pas. À titre personnel, ouais, je remplace quasi tout le temps. Déjà parce que les prises qui sont au bout, la plupart du temps, elles ont morflé. Elles sont plus du tout aux normes du jour. Enfin bon, voilà, moi personnellement, je cherche pas à comprendre, je change systématiquement. Ensuite, donc suite à ça, normalement, vous devriez trouver un interrupteur. Cet interrupteur, c'est celui qui va permettre de mettre le poste sous tension. Et cet interrupteur, la plupart du temps, il est couplé avec la commande du volume, avec le potentiomètre du volume. Alors, peut-être pas forcément tout le temps, mais il y a beaucoup d'appareils qui sont où la commande, la mise sous tension et la commande de volume sont ensemble. Ça peut être une source de problème. Alors déjà l'interrupteur en lui-même, ça arrive que il soit encrassé, que les contacts soient usés, enfin voilà. Mais aussi il faut savoir que la commande de volume c'est l'entrée de l'ampli, qu'on verra un petit peu plus tard, hein. Ça m'est arrivé 2 fois. Seulement 2 fois, mais ça m'est arrivé deux fois quand même, que il y avait un signal résiduel qui se baladait dans les fils et qui passait au travers de l'interrupteur, et comme c'était à proximité de la commande de volume de l'ampli, et bien ça passait par l'interrupteur. Ça passait par ce niveau-là et le signal perturbateur rentrait dans l'ampli BF par ce biais-là. C'est des pannes tordues, hein, déjà. Mais bon, voilà, ça m'est arrivé 2 fois quand même, donc c'était important que je vous le dise. Alors, ensuite, après l'interrupteur, on trouve un fusible. Évidemment, ça paraît logique. Généralement, fusible 1-2 ampères. Bon. Ces fusibles-là, la plupart du temps, ils sont tout de suite à l'arrière du comment dire, du transformateur.
Et ils ont deux fonctions, la fonction de fusible et puis la fonction de cavalier qui va venir se raccorder. Vous voyez ici, là, ça c'est le primaire du transformateur. Il va venir donc se raccorder en fonction de la tension de réseau. Là, si vous avez 110 volts ici, eh bien, il faudra mettre sur le cavalier 110 volts. Et généralement, dans les années 60, ils étaient sur la position, les transfos étaient sur la position 220 volts. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre sur 245 volts au maximum, quand c'est possible. Quand vous avez la possibilité de le faire, le fusible, eh ben, vous le déplacez sur la position 245 volts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la tension réseau sur notre secteur est de l'ordre de 230 volts, voire 235 volts, voire parfois plus. Donc pour éviter de faire surchauffer inutilement le transformateur, le mieux est de le mettre sur la position 245 volts. Ça évitera des échauffements pour rien et surtout de consommer de l'énergie pour rien également. Voilà, donc ça déjà c'est une chose. Donc ce fusible là c'est très très important. N'allez pas mettre un morceau de fil électrique entre là et là si votre fusible est cramé. Parce que si jamais vous avez un pépin de l'autre côté, là c'est le transfo que vous allez cramer. Si vous mettez, si vous chantez le fusible ici, il n'y a plus de protection. Et ce fusible, lui, son rôle c'est de protéger l'alimentation et notamment de protéger le transfo. Si vous avez un court-circuit là en sortie, eh ben ça va cramer le transfo. Voilà, donc c'est très important. Toujours bien remettre un fusible. Et n'allez pas mettre un fusible de 20 ampères. Hein. Fusible, là, c'est 2 ampères max. Hein. Grand max, c'est 2 ampères. Voilà, enfin après, bon, ça dépend des postes. Il y en a c'est 3. C'est rarement au-delà de 4 ampères quand même. Hein. Très franchement, c'est bien rarement au-delà de 4 ampères. Mais d'une manière globale, ouais, c'est ça, c'est 2 ampères. Voilà, donc comment c'est constitué un transformateur? Eh bien, un transfo, c'est très simple. Il y a un enroulement primaire, c'est ce que vous voyez ici sur le schéma. Donc, l'enroulement primaire, eh ben, c'est un bobinage, hein, c'est le premier bobinage hein, par lequel arrive la tension secteur. Et ensuite, on va retrouver différents enroulements secondaires. Alors pourquoi différents enroulements secondaires? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut faire différentes tensions potentielles en sortie. Donc on peut mettre comme par exemple ici, on a une sortie 5 volts, une sortie 6 volts et deux sorties. Donc j'ai mis 250 volts, mais ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des cas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc le 5 volts, là la partie 5 volts, je l'ai mis en pointillé parce que bon c'est pas tout le temps ce qui est le plus courant dans les postes des années 50-60, c'est une sortie 6 volts et puis une double sortie après là. Mais c'est vrai qu'il y a certains modèles où il y avait besoin d'une sortie 5 volts parce qu'il y avait des lampes qui chauffaient avec du 5 volts et d'autres qui chauffaient avec du 6 volts. Bon, voire peut-être plus aussi dans certains Philips, il me semble qu'il y en a qui chauffaient avec du 30 volts, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Donc ça, les deux petits enroulements qui sont ici, donc tension qui va servir pour le chauffage des lampes. Voilà, et deux enroulements ici qui seront des enroulements identiques. Donc deux enroulements identiques. Alors, la plupart du temps, il y a un point milieu, c'est ce qui est représenté ici, qui est mal représenté d'ailleurs, enfin c'est ce qui est représenté ici. Donc vous avez le point milieu qui est commun aux deux enroulements et vous avez donc une sortie qui est là et une sortie qui est là. Donc les tensions qui sont ici, eh ben, c'est toujours pareil, ça va être en fonction de votre appareil, donc ça peut être du 200 volts, ça peut être du 250 volts, ça peut être du 300 volts, ça peut être du 400 volts aussi, j'en ai vu en 400 volts. Alors il faut faire gaffe parce que c'est justement là que se trouve la haute tension. C'est-à-dire que par exemple si on prend 400 volts, entre ce point
et ce point, vous avez 400 volts. Mais entre ce point et ce point, vous avez 400 volts. Mais entre ce point et ce point, vous avez 800 volts. Et là, vaut mieux pas mettre les doigts, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous le ferez qu'une fois. Hein. Même en admettant que ça soit, comme là, c'est écrit sur le schéma, 250 volts, vous vous retrouvez entre ce point-là et ce point-là avec 500 volts. Hein. Donc, faites gaffe, ça, là, sur le... C'est dangereux, hein, vraiment. Hein, j'insiste là-dessus, vraiment. C'est pas à prendre à la légère, hein, c'est pas anodin. Hein. La haute tension, quand on vous dit que c'est dangereux, c'est... Hein, ça pique, hein. Je vous le dis tout de suite, et je parle en connaissance de cause. Hein. Ça pique... je vous l'ai déjà raconté, mais une fois dans une TSF, en plus ce jour-là j'étais un peu malade, 2 fois coup sur coup j'ai pris une praline, à la deuxième j'ai dit c'est bon, j'arrête, je vais me promener, je vais faire autre chose, hein, parce que je commençais à pas être bien. Hein. Donc faites gaffe, hein, je vous le dis tout net, hein, ça pardonne pas. Hein. Voilà, donc généralement le point milieu ici, il est relié au châssis de l'appareil. Il y a des chances pour qu'il soit relié au châssis. D'autres fois, on peut trouver aussi une résistance, mais dans la plupart des cas, il est quand même relié au châssis. Donc ça, c'est, on le verra un petit peu plus loin, c'est la masse. Et donc ici, vos deux enroulements vont arriver ici, sur l'anode. Donc en fait, ça c'est la partie, c'est la redresseuse. Hein. Donc là, on est sur une tension alternative. En sortie de transfo, on est toujours sur une tension alternative. Et à partir du moment où cette tension va traverser la redresseuse, on va se retrouver avec une tension continue. Parce qu'une TSF fonctionne avec du courant continu et pas alternatif. Si, il y a les modèles tout courant qui fonctionnent avec du n'importe quoi, mais ça, j'en parlerai jamais sur la chaîne, et ça, il en est hors de question que j'en parle sur la chaîne, parce que les postes tout courant, leur particularité, c'est qu'ils fonctionnent avec tout. Ils fonctionnent avec une tension alternative, une tension continue, du 110, du 220, ils fonctionnent avec tout. Et c'est extrêmement dangereux. Ils n'ont pas de transformateur et ils sont extrêmement dangereux parce que directement au châssis de l'appareil, vous êtes au potentiel EDF. Donc si votre appareil est sous tension, la première pièce métallique que vous allez toucher, vous allez prendre une bourre. Donc ce genre d'appareil, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, on voudrait commercialiser un appareil comme ça, il y a des chances pour que ça finisse en prison, mais à cette époque-là, les normes, il n'y en avait pas. Donc, ils faisaient un petit peu ce qu'ils pouvaient, les gars. Alors, pourquoi ces différences de tension, là, 110, 220, tout ça? Parce qu'en fait, bien avant, au tout début de la TSF, EDF n'existait pas, puisque EDF, en fait, c'est une entreprise d'État, j'imagine que vous le savez, c'est le monopole d'État. Et le monopole d'État, ça n'a pas que des mauvais côtés, hein. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les productions d'énergie, généralement, elles étaient locales. Elles étaient très très locales, donc vous aviez des entreprises qui fabriquaient de l'électricité et qui leur vendaient aux voisins, on va dire, ou au village dans lequel ils étaient hébergés. Et du coup, s'ils fabriquaient du 110 volts alternatif, eh bien les voisins ils avaient de l'alternatif. Et peut-être que le village d'à côté, une autre entreprise aurait fait par exemple du 110 mais continu. Ça, tout dépendait des sources d'énergie qui étaient produites localement. Donc ce qui fait qu'en fait, vous aviez des villages qui étaient équipés d'une tension alternative et d'autres une tension continue. Il n'y avait pas de normalisation, c'était chacun avait son courant et puis il se débrouillait avec ça. Comme il n'y avait pas de normalisation à l'époque et que voilà, les gens se plaignaient pas, hein, ils avaient l'électricité, pas gratuitement, je vous rassure.
C'était pas donné, c'est pas n'importe qui pouvait se mettre l'électricité, mais bon, voilà. Et puis à partir du moment où l'État a dit on va on va créer un monopole d'État sur la production et la commercialisation de l'énergie, donc mise en place de l'entreprise bien connue EDF-GDF, et là ils ont commencé à normaliser les réseaux déjà premièrement, normaliser également la production d'énergie. Et donc ils sont passés sur une tension, alternative. Alors pourquoi de l'alternative plutôt que du continu? Eh bien tout simplement parce qu'une tension alternative, quand on la fait passer dans des kilomètres de câble, il y a beaucoup moins de pertes qu'une tension continue. Au même potentiel, donc même tension, même valeur, si on la fait passer sur plusieurs kilomètres de câbles électriques, une tension continue va avoir beaucoup plus de pertes et arriver au bout de la ligne de plusieurs kilomètres, eh bien la tension elle aura fortement chuté par effet de Joule. Et résultat des courses, eh ben, il y a des chances que les appareils ne fonctionnent pas ou moins bien de l'autre côté. Et donc en fait on n'a pas ce problème avec une tension alternative. Alors la tension alternative, ça veut dire que c'est une tension qui change de sens plusieurs fois en une seconde. Donc là pour le moment la partie redressage du courant on va le laisser de côté, mais on y reviendra tout de suite après, parce que justement pour voir cette partie redressement, il va falloir que je vous explique un peu plus de détails sur la partie tension alternative. Donc je vais mettre sur pause, je vais préparer mes vues et je vous reprends tout de suite après. Bien, donc voici donc la deuxième partie. Le courant alternatif. Donc un courant alternatif, c'est représenté comme ceci. Donc vous avez une vague qui est positive et une vague qui est négative. Donc en fait là c'est le 0 volt. Hein, la ligne qui est ici c'est... ah oui, il ne faut pas que je prenne la souris parce que ça se voit mal. Donc la ligne qui est ici c'est le potentiel au 0 volt, et là ça c'est le temps. C'est ce qui représente le temps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, quand la tension elle se trouve ici sur cette ligne, elle est à 0 volt. Voilà. Et quand elle monte ici, eh ben on va dire qu'ici, mettons, on a 230 volts. Donc on a plus 230 volts. Hop, on repasse par 0. Et là, on a moins 230 volts. Et ça continue. Voilà. Donc ça fait une tension qui alterne entre le positif et le négatif. Et en fait, il faut savoir que, donc pourquoi le facteur temps? Vous avez très certainement déjà entendu parler de ça, ou vu sur notamment des petits transfos ou des appareils électriques. Bien souvent, c'est marqué 235 volts, 50 Hz. Avant, on parlait de période. Avant de dire le terme Hertz, on parlait de période. Parce que la fréquence, on appelait ça une période. Donc que ce soit du 50 période ou du 50 Hz, c'est exactement la même chose, c'est juste le terme qui change. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en une seconde, votre tension électrique va changer 50 fois de sens. En une seconde. Voilà, en une seconde, elle va être 50 fois positive, 50 fois négative. Voilà, donc là vous avez une période, ici, une période. Vous en mettez 50 l'une derrière l'autre, ça fait une seconde. Voilà, donc c'est cette alternance, nous, qu'on va chercher à éliminer pour faire fonctionner notre TSF avec du courant continu. Donc, comment on va l'éliminer? Ben, tout simplement en traversant la redresseuse, on va supprimer cette partie qui est là en bas pour avoir plus que ça. Voilà, donc en fait, ça devrait donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc ici on a supprimé
les tensions, la partie, d'ailleurs mon dessin il n'est pas tout à fait juste là, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra dessus. Après vous allez comprendre pourquoi. Donc là on a supprimé toute la tension négative, et on se retrouve plus qu'avec la partie qui est positive. Mais on peut dire qu'on est dans un courant qui est continu, mais vous voyez que même s'il est continu, il oscille quand même un petit peu. Il n'est pas super lisse. Hein. Courant continu, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit lisse, exactement comme la ligne là, du 0 volt. Hein. Là, vous voyez bien que ça fait des vagues hein, quand même. C'est pas parfaitement lisse. Et donc en fait, ça, on y verra un petit peu plus tard là pour essayer d'arranger cette tension. Pour le moment, on va juste se concentrer sur la partie redressement des alternances, et on va revenir à notre premier schéma. Voilà, qui est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, mais ça fait rien. Celui-ci, il est bien aussi. Mais celui-ci, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, c'est donc celui-ci. Je le grossis un petit peu. Donc en fait, ici, on a un enroulement avec donc le point au châssis. On a un deuxième enroulement. Et il faut savoir que les redresseuses, en fait, c'est deux diodes. C'est deux diodes. C'est tout simplement deux diodes. Alors pourquoi deux diodes? Eh bien, vous allez vite comprendre le truc. Parce que si je reprends ce schéma-là, donc quand on passe dans une diode, en fait, on va supprimer la partie négative et on n'aura que la partie positive. Donc ça voudrait dire que si en fait on aurait donc une oscillation qui se ferait comme ça, hop, 0 volt, hop, et là on reviendrait sur un deuxième. Enfin vous voyez bien qu'il y aurait quand même une sacrée oscillation, ça serait pas terrible. Eh bien en fait, si je reprends ce schéma là, donc en fait ici là tout simplement sur une période vous allez avoir la moitié du temps, puisqu'on supprime la partie positive, vous allez avoir la moitié du temps qui va passer d'un côté, donc sur une diode, vous allez avoir un redressement qui sera conservé, un qui sera éliminé, et quand la partie négative, en fait, au moment de la partie négative, eh bien ça passe dans le deuxième enroulement qui se trouve ici. Voilà, donc, et c'est ce qui fait que vous avez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, là. Voilà, celui-là. Donc, du fait qu'il y a deux enroulements, vous avez la moitié du temps qui est ici, et au moment où on devrait être dessous, là, comme on le supprime, eh ben, vous avez une deuxième alternance qui se fait là, parce que vous avez le deuxième bobinage du transfo. Donc là, vous avez le premier enroulement d'un côté, là c'est le deuxième, ça repasse au premier, là c'est le deuxième, et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, vous vous retrouvez avec une tension là, qui oscille encore un petit peu, c'est vrai, mais finalement qui oscille beaucoup moins que si on n'avait qu'une seule alternance. Parce que si on n'avait qu'un seul côté, du transfo, cette alternance-là, elle n'existerait pas. Et on aurait une oscillation qui serait beaucoup plus importante. Donc ça permet déjà à la base, là, tout de suite comme ça, sans aller plus loin, d'avoir une tension continue qui oscille beaucoup moins que si on n'avait qu'un seul côté. Voilà. Donc, on va reprendre ce schéma. On va se focaliser un petit peu donc, sur la redresseuse. Donc en fait, votre tension ici, elle arrive sur l'anode qui se trouve là. Donc comme il y en a deux, il y a deux anodes. L'anode, on l'appelle aussi la plaque. Voilà. Et la cathode qui se trouve ici. Alors la cathode, il y a deux cathodes, mais en fait elles sont reliées. Hein,
puisqu'en fait, donc là, on est sur une tension alternative, et de l'autre côté, on est sur une tension continue. Comme elle laisse passer qu'une vague, on est bien sur une tension continue. Donc on peut associer les deux cathodes, là, elles sont reliées, les deux cathodes. Soit elles sont reliées dans la lampe, soit elles sont reliées en extérieur de la lampe, ça c'est pas gênant. Et ça, c'est le filament qui va chauffer, la lampe. Parce qu'en fait, pour que les électrons ici ils puissent passer, il faut en fait que le filament soit très très chaud. Le filament ici soit extrêmement chaud pour qu'il puisse y avoir le passage des électrons. Alors quand il est positif, il passe, quand il est négatif, il passe pas. Voilà. Donc, anode, cathode, le filament. Vous entrez avec deux tensions alternatives, on ressort avec une tension continue. Donc en principe, c'est de la haute tension qui passe là-dedans. Hein. C'est des tensions qui sont quand même balèzes. Hein. Il faut savoir qu'une tension alternative, quand elle est redressée, elle est encore plus importante. Hein. C'est pour ça que là, c'est pas bon, parce que là, si on fait ce montage-là, le condensateur qui est là, vous le prenez par la figure. Parce que 400 volts, il serait pas assez puissant. D'ailleurs, il faudrait que je le supprime, ce 400 volts, parce que faudrait vraiment même mettre plus du double pour avoir une marge de sécurité. On y reviendra un petit peu après, parce que là on a déjà, rien que là déjà on a 500 volts, une fois redressé on a encore plus. Donc c'est pas bon, on est hors tolérance. Bon, enfin bref, ça c'est du détail, mais enfin ça peut quand même avoir son importance. Donc là, sortie d'ici, là, sortie de ce point. Alors ça, en fait, si vous voulez, normalement, la redresseuse, c'est une lampe qui est quand même assez costaud, mais elle arrive quand même à s'user hein, avec le temps, tout simplement parce que le filament ici est chauffé à blanc, vraiment chauffé à blanc pour le passage des électrons. Et puis, quand il a quelques années d'utilisation, en fait, la matière qui compose le filament a tendance à se décomposer. Et du coup, vous avez ici une tension qui est beaucoup moindre. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'avoir une tension ici de l'ordre, je sais pas moi, on va dire 400 volts, par exemple, eh bien, vous vous trouvez, par exemple, avec, je sais pas moi, 300... on va dire 350, 320 volts, tout simplement, c'est parce qu'elle est complètement pompée, ça fait des années qu'elle est en service, et au bout d'un moment, elle laisse plus passer suffisamment d'électrons, il y a de la perte, et du coup, votre tension, elle n'est pas suffisante, donc il faut remplacer ce tube. Voilà, donc, mais ça, à la limite, on y reviendra un petit peu dessus. Maintenant, on va passer à la partie filtrage. Donc la partie filtrage se fait avec des condensateurs de type chimique. Pourquoi chimique? Eh bien parce qu'en fait, donc c'est un tube dans lequel il y a deux électrodes et entre les électrodes, il y a généralement un produit chimique. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle des condensateurs chimiques. Ce sont également des condensateurs qui sont polarisés, c'est-à-dire avec un plus et avec un moins. C'est important. Voilà, donc leur effet à eux, ça va être de lisser un petit peu le courant là, sorti de. Vous allez voir, on va reprendre l'autre, on va reprendre ce schéma là. Donc là, vous voyez, on a une oscillation résiduelle qui peut se concrétiser par un ronflement extrême sur le haut-parleur quand vous allumez la TSF. Si le chimique il est HS. Et en fait vous allez avoir un ronflement très important, tout simplement parce que le tube BF lui il n'est pas prévu pour fonctionner avec une tension qui oscille, et du coup cette oscillation se fait ressentir par un ronflement très puissant que vous entendez sur le haut-parleur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on met des condensateurs de filtrage. Donc ces condensateurs de filtrage, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un petit réservoir tout simplement. Un petit réservoir qui va se charger quand on va être sur la tension crête ici, il va se charger de la tension max,
Et toujours pareil, hein, en fonction de la fréquence d'oscillation, il va avoir un moment de charge et un moment de décharge. Donc il va se charger jusqu'à la tension crête, et au moment où cette tension elle va descendre là, eh ben lui il va libérer un peu de tension, et du coup il va lisser ce creux que vous voyez ici pour se retrouver avec ceci. Voilà, donc en fait, après, une fois que le condensateur il est plein, et ben quand la tension elle descend, arrivé à un certain seuil, il va se décharger un petit peu. Clac, il va combler le trou, il va reprendre l'autre alternance, il va se recharger, arriver à un certain seuil, clac, il va reboucher le trou qui manque ici, là. Donc en fait, tout ce qui est en pointillé, en fait, ça disparaît. Et on se retrouve avec une tension qui est un petit peu plus lisse, qui est une tension continue, qui oscille beaucoup moins que ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, ce que vous voyez, alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, j'ai mis du bleu, j'aurais dû mettre une couleur qui se voit un peu plus, parce que entre le noir et le bleu, c'est vrai que ça se voit pas beaucoup. Mais donc là, cette partie-là, c'est la tension qui est compensée par le condensateur. Voilà, donc en fait, on fait souvent le lien entre l'électricité et l'eau. Imaginez par exemple que ici vous avez le débit d'un ruisseau, et qu'à un moment votre ruisseau se forme une petite réserve d'eau. Eh bien, cette petite réserve d'eau, c'est votre condensateur. Donc en fait, tout simplement, la petite réserve d'eau, tant qu'elle aura un certain niveau, un certain seuil, elle va se vider, et en aval, vous allez avoir le débit qui sera maintenu si le niveau d'eau s'amoindrit. Le niveau sera maintenu pendant un certain temps, et sitôt que le niveau va remonter de l'autre côté, ben clac, le réservoir va de nouveau se remplir et se revider, et ainsi de suite, sauf si vraiment il y a une sécheresse par exemple, mais là c'est un autre problème. Donc voilà, votre tension continue, elle est filtrée, même si vous voyez il reste une petite tension malgré tout, un petit résidu d'oscillation. Voilà, ça arrive, hein, la tension continue, elle est jamais parfaitement lisse, comme vous voyez le trait rouge là, hein, malgré tout. C'est jamais parfait à ce point-là, il y a toujours un petit résidu d'oscillation, bon, mais on va pouvoir arranger ça un petit peu plus loin. Avec sur le schéma un autre dispositif qui va rentrer en ligne de compte. Un dispositif que je n'ai pas matérialisé ici, mais il faut savoir en fait, donc si je reprends ce schéma là, donc ça c'est vos condensateurs de filtrage, donc 16 microfarads, des fois il y a des 8 microfarads, des fois il y a des 16 micros, des fois il y a des 25, j'ai vu des 32 micros aussi, tout dépend. Donc là il faudra bien voir en fonction de votre appareil, vous remettez bien ce qu'il y a, hein. Bon, un chimique déjà, condensateur chimique polarisé, mais également vous remettez bien les valeurs qu'il y a d'origine. Alors si jamais vous voyez pas sur votre schéma, parce que ça s'est effacé ou je sais pas, enfin pardon, sur l'appareil, si vous voyez pas les valeurs qu'il y avait, reportez-vous au schéma pour pouvoir être sûr de la valeur que vous allez mettre là, parce que votre dresseuse ici, elle va supporter une valeur, une capacité de filtrage, mais elle a ses limites. Elle ne pourra pas supporter une trop forte capacité. Donc faites-y gaffe. Une capacité trop faible aurait pour effet de faire un très mauvais filtrage. Une capacité trop importante aurait pour effet d'épuiser considérablement
la diode qui est ici, enfin la redresseuse qui est ici, et de faire trop monter la tension de l'autre côté. Donc c'est important de veiller à ça. Veillez aussi à cette tension, hein, la tension de fonctionnement max de votre condensateur, comme là par exemple elle n'est pas bonne. Je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas bonne. Parce que, en fait, votre condensateur, il faut qu'il puisse supporter la tension qui est ici. La tension qui est redressée, qui est ici, il faut qu'il soit capable de la supporter. Donc, en principe, du 400 volts, ça arrive à passer quand même, hein, dans la plupart des cas. Mais il y a des fois, il faut mettre des tensions beaucoup plus importantes. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, ces deux parties qui sont là, qui sont trempés dans un liquide, enfin liquide c'est pas un liquide, mais il y a du produit chimique là, entre les deux, eh bien elles sont isolées ces deux parties, elles sont pas en contact les deux parties, ces deux électrodes qui sont dans un tube, elles ont un effet qui est capacitif, mais elles ne se touchent pas, parce que si elles se touchent, ça fait un court-circuit, et s'il y a un court-circuit, eh bien là c'est pas bon. Donc en fait, si vous mettez une tension qui est pas assez importante, qui est trop faible par rapport à la tension de sortie qu'il va y avoir ici, là, sur la cathode de votre dresseuse, et bien votre condensateur va se mettre à chauffer, et plus il va se mettre à chauffer, plus les électrons ils vont passer, et vous allez produire un court-circuit. Alors dans le meilleur des cas, il va se couper, mais dans le pire des cas, il peut se mettre en court-circuit. Et là, s'il se met en court-circuit, vous allez à la panne. Voilà, donc en fait, faites bien attention à ça, essayez de bien respecter la valeur de ces capacités, des 450 volts, 500 volts, 600 volts, si vous mettez des 600 volts, et en principe sur après vous faites gaffe avec la TSF que vous avez, mais des 600 volts vous êtes tranquille, normalement ça devrait passer. Ça c'est important hein, de faire ça. En fait, quand vous allez mettre votre appareil sous tension, là, juste avec sans rien derrière, hein, le circuit est coupé plus loin, il n'y a rien. Si jamais vous touchez le condensateur et que vous sentez que le condensateur il chauffe, avec en mettant la main dessus, faut le changer, hein. Ça va pas. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que s'il chauffe, il va finir par cramer. Donc ça va pas. Donc en fait, il faut savoir que ces condensateurs ont une durée de vie d'une quinzaine, une vingtaine d'années maximum. Au-delà, le produit chimique qui est à l'intérieur se dégrade et puis il fait plus du tout son office. Hein, donc il fait plus son office de filtrage et tout. Donc les condensateurs chimiques, c'est ce qu'il y a de plus fragile dans le domaine des condensateurs. Et ouais, quand ils ont fait 20 ans, ils ont bien travaillé, hein, les gars. Donc vous voyez pourquoi dans une TSF qui a 50-60 ans, il ne faut pas chercher à comprendre hein, les capacités, il faut les remplacer systématiquement. Voilà, c'est pour cette raison en fait. Voilà, donc en fait, juste après ceci, donc là on est au potentiel 0 et là on est en plus. Hein, j'aurais peut-être pu le rajouter ça. On est en plus. Et il faut savoir qu'en fait que sur votre TSF, la plupart du temps, vous avez un autre système juste après là, qui permet de lisser encore un petit peu plus votre tension continue. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour ça, il va falloir que je mette une nouvelle vue. Bien, donc là, maintenant, on va voir la dernière partie de cette information sur les alimentations. Donc, vous voyez qu'au niveau du schéma, j'ai rajouté ceci. Eh bien, ceci, c'est ce qu'on appelle une cellule RC. Et cette cellule RC est composée d'une résistance. Alors, elle peut être d'un mégome. Hein, j'ai mis un mégome, mais... elle peut être d'un mégome, enfin après en fonction du schéma de votre récepteur, et également d'un condensateur qui se trouve ici, pareil, condensateur chimique, polarisé bien sûr,
Et en fait, cette cellule RC va avoir pour effet de lisser un petit peu plus votre tension continue. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure sur cette vue-là, la cellule RC, elle va avoir, elle, pour effet de supprimer décréter un petit peu la tension pour finir de lisser un petit peu cette tension continue. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le circuit RC, c'est bien, mais il y a des fois, il y a une petite subtilité. Tout simplement, la résistance, elle est remplacée par une self. Donc là, c'est bien une résistance, hein, ça n'a pas de problème. Hein. Vous connaissez tous normalement. Mais parfois, à la place de cette résistance, la cellule RC est une cellule LC. Encore un circuit LC. Vous voyez, on en trouve de partout de ces circuits LC. Dans une radio, on en trouve de partout, c'est normal. Donc en fait, cette self qui se trouve ici, et qui a pour effet donc de supprimer la constante résiduelle en 50 ou 100 périodes, et bien cette bobine qui est ici, elle sert également, elle a une deuxième une deuxième fonction, on peut dire ça comme ça, elle sert d'électroaimant au niveau du haut-parleur. Alors attention, c'est pas tous les appareils qui sont montés comme ça. Hein, on est bien d'accord. Mais en fait, il faut savoir que parfois, certains haut-parleurs, notamment les vieux modèles d'avant les années 40, on va dire, hein, voire même certains après, hein, finalement, eh bien, il y en a certains, en fait, le haut-parleur, donc la partie électroaimant, hein, ce qui fait bouger la membrane, en fait, hein, enfin, ce qui permet à la membrane de bouger, eh bien, c'est cette bobine là qui est ici, qui est un morceau c'est tout simplement un fil de cuivre hein, qui est enroulé en forme de bobine, sert donc d'électroaimant pour le haut-parleur et de cellules de filtrage pour votre tension redressée qui est ici. Alors, c'est souvent que ça coupe, cette bobine là, qui est dans les haut-parleurs. C'est très très souvent qu'elle est coupée, cette bobine, tout simplement parce que elle a une tension permanente qui la traverse tout le temps, donc ça chauffe un petit peu hein, quand même, hein, et forcément il y a un échauffement puisqu'il y a un bobinage. Et à terme, avec les années, en fait, ça se coupe. Et en plus de ça, la plupart du temps, le fil qui est utilisé, il est gainé en coton, parce que, quoique, pas tout le temps, hein, mais il y en a beaucoup dans les très vieux postes qui sont gainés en coton. Et forcément, si l'humidité arrive à se mettre dedans, ça arque, et puis après, soit ça coupe la bobine, soit ça la met en court-circuit. Les vernis d'époque, ils n'étaient pas super performants comme ceux d'aujourd'hui. Et en fait, avec le temps, pareil, hein, ça chauffe et puis ça a tendance le vernis se dégrade et ça fait des courts-circuits, ce qui fait que vous avez très très souvent une panne qui se retrouve à ce niveau-là. Voilà, donc c'est la bobine qui est dans le haut-parleur, qui sert d'électroaimant pour le haut-parleur. Donc le problème qu'il y a, c'est comme elle a deux fonctions, vous pouvez pas dire puisque cette bobine elle est en course, elle est foutue, elle est coupée par exemple, puisqu'elle est coupée, je vais mettre une résistance ici pour faire une cellule RC, une cellule de filtrage RC. Et là, vous pouvez pas faire ça, parce que en fait, l'électroaimant qui est ici, qui fait fonctionner le haut-parleur, en fait, votre haut-parleur, il marchera plus. Alors après, il faut tout aller modifier. Non, c'est pas bon. Il faut retrouver un haut-parleur qui ait la même bobine, ou changer la bobine, ou éventuellement la réparer, si vous pouvez le faire. Mais il y a quelques kilomètres de fil quand même, hein. C'est des bobines qui sont quand même assez grosses.
pour certaines, hein, je suis en train de penser à un modèle là où il y avait un sacré paquet de kilomètres de fil là-dedans, et je peux vous garantir, avec du fil très fin en plus. Donc c'est pas toujours évident hein, de réparer ça, c'est même la plupart du temps c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est donc là ben, qu'est-ce qui se passe hein quand les bobines se coupent, ben, vous avez plus de son déjà premièrement, vous avez plus de BF, voilà. Et puis quand bien même la cellule RC, donc mauvais filtrage au niveau de la BF. Voilà, mais enfin de toute façon de la BF vous en avez plus à ce niveau-là si la bobine est coupée parce que tout simplement il n'y a plus d'électroaimant, le haut-parleur ne peut plus fonctionner. Donc voilà, une des subtilités de plus. Alors, on va essayer de revoir. On va reprendre celle-là. Voilà, c'est dommage, j'aurais dû rajouter le petit module que je viens de. Enfin, on vient de le voir. Je pense que vous l'aurez pas oublié. Donc, la partie secteur, pensez à changer le câble. Je vous conseille de le faire quasi systématiquement, c'est plus prudent. Panne potentielle également sur l'interrupteur, ça peut arriver. Voilà, si éventuellement vous vous trouvez avec des accrochages au niveau de... Ça on le reverra, hein, on le verra après plus tard quand on fera dans la deuxième vidéo on verra en détail l'ampli BF et on reverra à ce moment-là l'histoire de l'interrupteur. Mais sachez que si vous avez des accrochages épouvantables au niveau de l'ABF et que vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien, faites gaffe avec ces histoires d'interrupteurs. Je vous dis, ça m'est arrivé 2 fois et j'ai mis un moment avant de trouver la subtilité. Voilà, autre panne potentielle, eh ben, le fusible hein, qui s'est coupé tout simplement. Ça peut être aussi un bobinage du transfo, hein, le transfo qui a chauffé et puis ben, les bobinages, donc soit le primaire, soit un des secondaires qui est en court-circuit ou tout simplement coupé, ça peut arriver aussi. Donc là en fait, pour être sûr de votre truc, vous retirez la redresseuse, là, vous l'enlevez de son socle, vous mettez ça en étant sûr de votre truc là. Du branchement, hein, bien sur la position 240 volts ou 245 volts. Vous mettez votre transfo sous tension et vous contrôlez vos tensions en sortie. Hein, si vous en avez un ou vous êtes... Alors faites gaffe, hein, haute tension, hein, les gars. Hein, je vous le redis encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous le redis, faites gaffe, hein, haute tension. Hein. Utilisez du matériel adapté à la tension que vous allez mesurer et des points de touche qui sont en bon état et faites bien gaffe où vous mettez les mains. Voilà. Le mieux éventuellement c'est de tester votre transformateur à l'ohmmètre quand vous n'êtes pas sûr. Sur la position ohmmètre, vous regardez votre primaire s'il n'est pas coupé et vous regardez les secondaires également s'ils ne sont pas coupés. Après, c'est compliqué de faire un rapport de transformation pour voir quel secondaire correspond à quoi parce que on connaît pas les caractéristiques des transfos, mais bon, à la limite en calculant un peu ça peut arriver à se retrouver, mais après voilà, ça devient déjà un peu plus poussé. Donc panne potentielle aussi, donc comme je vous disais, sur les enroulements primaires ou secondaires du transfo qui peuvent se couper. Vous avez la redresseuse qui peut être fatiguée. C'est des choses qui arrivent, surtout quand on a quelques années d'utilisation. Vous pouvez avoir aussi une panne au niveau du chauffage, par exemple, parce que s'il n'y a pas de chauffage, votre redresseuse, elle ne marchera pas. Alors attention, là j'ai mis 6 volts, mais il y a des redresseuses qui fonctionnent avec du 5 volts. Faut faire gaffe aussi. Hein. Faites bien attention à ça. Hein. Voilà, et ici, donc la partie filtrage, les condensateurs de filtrage qui peuvent être coupés, dans le meilleur des cas, mais qui peuvent être aussi en court-circuit et provoquer un gros court-circuit ici. Voilà, et j'en reviens donc à ce que je vous disais précédemment, la petite cellule RC, qui peut parfois, selon les montages, être une cellule LC, donc la bobine qui se trouve dans le haut-parleur. Et cette petite bobine, eh ben, si elle a quelques années d'utilisation, elle peut très bien être coupée elle aussi, voire en court-circuit, ce qui va poser problème également sur l'alimentation.
Normalement, on a à peu près fait le tour d'une alimentation. Donc là, sur votre TSF, si vous avez contrôlé tous ces points, normalement, vous avez une alimentation qui est correcte. Et là, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc la prochaine étape, ça va être, comme je vous le disais, l'ampli BF. Il faut savoir que sur une TSF, quand vous avez l'alimentation qui est bonne, l'ampli BF qui est correct, qui fonctionne, et ben déjà vous avez enlevé, je dirais, 50% des pannes potentielles. Parce qu'après, bon, les étages intermédiaires, tout ça, la partie HF, on y reviendra dessus. Évidemment, c'est quand on connaît un peu le truc, bon, ça va vite, hein. Enfin, quoi qu'il y a des fois, c'est un peu ardu quand même. Mais voilà, c'est déjà bien d'avoir, quand l'alimentation est correcte, que l'ampli BF est correct. Après, je veux pas dire que c'est plus simple, mais pas loin quand même. Quand on prend un peu l'habitude, après c'est déjà moins chiant, moins dangereux peut-être aussi. Parce que ici, voilà, ce qui est la partie délicate, c'est cette haute tension qui se trouve ici. Faites-y attention, je vous le dirai jamais assez, je vous le répéterai 50 fois. Alors déjà que j'ai tendance à me répéter, là je vous garantis qu'avec ça, je vais pas vous lâcher les gars, hein, parce que c'est important, c'est très important, faites gaffe. Voilà, et ben je pense que ça va faire une vidéo qui va être vachement longue. C'est pas évident de simplifier les choses pour qu'elles soient suffisamment simples pour être comprises de tout le monde. C'est pas facile, donc ben vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors bien sûr, hein, je le redis parce que je sais que je vais avoir droit à mes leçons de morale comme d'habitude. Ça c'est une version simplifiée. On est bien d'accord, hein, c'est vraiment une version simplifiée. Au niveau des alimentations, on peut se retrouver parfois avec des trucs qui sont beaucoup plus tordus que ça, hein. Bon, bah, tout dépend des postes, mais encore une fois, je ne peux pas traiter des 35 000 cas, des 35 000 postes de TSF qui ont été commercialisés pendant 60-80 ans. Il faut bien que, voilà, je simplifie quand même les choses. Sinon, je vous parle des alimentations comme ça pendant les 5 prochaines années et on fait une chaîne que alimentation TSF, hein, voilà. Donc et encore, je sais pas si on pourra faire le tour. Et puis je connais pas non plus les 35 000 modèles, hein. Personnellement, je connais ce qu'il y a de plus courant. Il y a des modèles dans lesquels j'ai jamais mis les mains, hein. Il y a des modèles que j'aimerais bien d'ailleurs. Mais voilà, il y a des modèles que je connais pas du tout. On peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, hein. On apprend en permanence, hein. Faut pas croire que parce que je vous fais des vidéos pour vous faire partager cette passion, je connais tout, hein. C'est pas vrai, hein, du tout, hein. Enfin, celui qui vous dit qu'il connaît tout dans le monde de la TSF, vous pouvez être sûr que c'est un rigolo le type, hein. Enfin, ça c'est mon avis et ça n'engage que moi. À vous de vous faire votre propre opinion. J'espère que j'ai été relativement clair sur ces explications. Si jamais j'ai oublié des choses dans la prochaine vidéo, juste avant de commencer sur les filtres BF, je reviendrai dessus. Voilà, on fera comme ça, hein, pour les vidéos. Chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet, crac, je reviendrai sur la précédente. Et si j'ai oublié des choses ou si j'ai pas été très clair en fonction des commentaires que vous me mettrez, eh ben, on pourra revenir 5-10 minutes dessus et pour essayer de clarifier les choses. Et puis après, on repassera au sujet de la vidéo en elle-même. Voilà, par exemple, un petit peu comment on peut fonctionner. Avant de vous quitter, je vais essayer de vous montrer maintenant sur le châssis que j'ai sur la table, là. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu ce qu'on vient de voir sur la partie schématique. On va essayer de le voir un petit peu vite fait comme ça, là, sur le... je vais essayer de faire court, hein, parce que sinon la vidéo elle va être très longue et ça va être prise de tête. On va essayer de voir ça sur le châssis. Des fois ça peut aussi pas mal vous aider. Donc je vais déplacer la caméra, mettre de la lumière adaptée et je vous reprends tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors voilà, voilà le châssis en question. Donc là, ben, vous voyez forcément le transformateur.
ici le petit fusible que je vous disais tout à l'heure, là, le petit fusible papier qui est ici, et puis vous voyez les bornes qui sont ici. Donc là, vous avez, pardon, ici, vous avez donc la position 110, 125 volts, 145 volts, 220 volts et ici 245 volts. Donc en fait, si vous êtes sur un réseau secteur 110 volts, et bien en fait, vous dévissez ici et vous venez brancher votre fusible ici, donc 110 volts, ok. Mais si vous habitez en France, il y a de grandes chances que vous ayez du 230 volts comme tout le monde. Je vous le souhaite en tout cas, sinon il y a un autre problème. Mais là, je peux rien pour vous. Donc il faut vous mettre sur la partie 245 volts, ici, là, la dernière partie tout au fond. Ça évitera à votre appareil de chauffer inutilement pour rien. Ça sera pas plus mal. Alors ça, c'est des transfos qui sont normalement assez courants, hein. C'est des modèles qu'on trouve assez facilement. Ils se ressemblent quand même pas mal, hein. C'est quand même assez courant. Ici, la redresseuse, si je dis pas de bêtises, la redresseuse, c'est celle-là. Quand même vérifier, oui, une EZ80, c'est une redresseuse. Voilà, donc la redresseuse, c'est celle-là, donc double diode, hein. Pareil, comme je vous ai montré dans le schéma. Voilà, ben, ça tombe bien que j'ai pris ce châssis du coup, mais je ne l'ai pas fait exprès, franchement. C'est quand même un coup de bol. Je ne l'ai pas fait exprès sur celui-là. Et c'est dommage, j'ai pas le schéma sous la main de cet appareil. On aurait pu regarder aussi sur le schéma, mais j'ai pas pensé à le prendre. Enfin bref. En plus, ça c'est de la récup, c'est un appareil qui... ah non, le contact. Sur ce modèle-là, la mise en service, si je dis pas de bêtises, elle se fait en appuyant sur le clavier. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non, c'est ici. Voilà, bien fait. Si tu l'avais mis à l'endroit, tu l'aurais vu. Un petit haut-parleur. C'est pas évident, il faut que je garde la bouche en face du micro. J'ai pas les bras assez longs en fait. Ici. Arrêt et puissance. Donc le potard, il est là. Oh putain, celui-là, il est raide. Bon, ben là, la panne, elle est là. Oh la vache! À mon avis, il est grippé de chez grippé, celui-là. Oh purée, hein. Incroyable. Oh purée. Ah ouais, non, ben voilà. Bon, ben voilà, là, finalement, encore une fois, ça tombe bien. Un chien, ben il est dur, hein. Bon, bah ça c'est à changer, un truc comme ça c'est irrattrapable, c'est malheureux, c'est totalement irrattrapable. Alors, donc en fait vous voyez ici, vous avez deux fils, l'interrupteur c'est ici qu'il est branché, les fils qui sont là c'est l'ABF, ça on verra ça plus tard, on s'en fout un peu pour le moment. Donc c'est ici, en fait tout simplement il y a un des deux fils du 220 qui traverse l'interrupteur, ça remonte là et après ça part au fusible qui est de l'autre côté. Bon bah là vous avez une petite capa, mais celle-là on l'a pas vue dans le schéma. Parce que voilà, forcément on n'a pas étudié cet appareil. La redresseuse qui se trouve ici. Donc vous voyez là sur la redresseuse ici, on retrouve différents. Là il y a une self de. Ça doit être une self de filtrage je crois. Si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas le schéma en tête de cet appareil, mais a priori, d'après ce que je peux voir, il y a des fortes chances que ce soit une cellule LC sur ce modèle, et non pas avec des résistances, parce qu'en fait, ça c'est le transfo BF, parce que si vous voyez là, c'est un transfo, c'est un haut-parleur à aimant permanent. On a quand même un transformateur qui se trouve ici, mais il y a de fortes chances qu'on ait un filtrage qui se fasse par le biais de ce transfo. Enfin ça après à définir. Quoi qu'il en soit, au niveau de votre transfo, qui est ici, vous avez la partie 6 volts, la sortie 6 volts qui est là. Voilà, donc vous avez un enroulement qui est ici, et la partie haute tension qui se trouve ici.
Non, elle est là, la partie haute tension. Elle est ici. Voilà. Avec, vous voyez ce que je vous disais, le point milieu qui est relié à la masse du châssis. Ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi du filtrage. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors oui, en parlant de filtrage, justement, je peux peut-être vous montrer. Alors, le fameux gros condensateur chimique. Ah oui, ça a dû faire du bruit dans le micro, je suis désolé parce que j'avais le bras par-dessus le bras du micro. C'est galère, il faut que je me rachète un micro-cravate. J'ai eu des soucis avec mon micro-cravate qui fait du bruit. Et c'est pour ça que je suis passé avec le gros micro là, mais c'est pas pratique. Pour la prochaine vidéo, c'est promis, je ferai autrement. Donc là, vous avez... Donc ça, c'est transformateur de fréquence intermédiaire, mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Et là, en fait, vous avez le gros condensateur chimique, qui est le condensateur de filtrage. Alors attention, parce que je vois que c'est un... Si je dis pas de bêtises, hein. Attention, ouais, c'est un 32 micros, un 2x32 micros. Ouais. Et c'est un 400 volts. 2x32 micros, 400 volts. Donc vous avez deux condensateurs dans le même tube. Ici. Voilà. Donc ça, pas chercher à comprendre, il faut les remplacer. Hein. Les autres aussi, hein, vous avez vu dessous, il y a des grosses capas à goudron, il faut les changer aussi. Hein. Ça, c'est pas... Voilà. Mais ça, on y verra plus tard. Mais condensateur de filtrage, si vous avez un problème de ronflement sur votre BF, c'est ça. Ah ben, encore un coup de bol. 33 micros, 400 volts. La même chose. Ouais, il n'y en a qu'un, là-dedans il y en a deux comme ça. Alors, les puristes, les extrémistes, on va dire, non, c'est méchant de dire ça. Non, certains collectionneurs, et je les comprends tout à fait, veulent un appareil qui... Bah, en fait, que ça se voit pas qu'il a été restauré. Donc en fait, ce qu'ils font, ils vident, carrément, ils enlèvent le tube, ils le vident, et ils remettent deux condensateurs comme ça dedans. Ils le rebouchent, on le remet et crac, ça se voit pas. Voilà. Sinon, vous avez la possibilité dessous, parce que vous avez des fils. Il est là. Vous avez la possibilité de couper les fils qui sont ici. Et puis de venir souder un condensateur comme ça dessous. Hein, ça fera pareil. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un condensateur, donc un chimique qui est polarisé. La petite papate, vous avez une patte courte et une patte longue. La patte courte, c'est ce qui représente le moins. Et le moins, en principe, il est bien repéré là sur le condensateur. Voilà. Et en principe, le corps aussi est relié à la masse. Voilà, donc vous avez cela, vous avez ce qu'on appelle les axiaux, c'est-à-dire qu'en fait vous avez les deux pattes sont de chaque côté. Enfin, il y a différents modèles, mais en gros, voilà quoi. Condensateur chimique, ça c'est du chimique. Voilà, donc en fait vous avez les deux électrodes là, qui sont les deux petites tiges que vous voyez, qui rentrent dans le tube là, et puis vous avez une espèce de papier qui est imbibé de produits chimiques qui entoure tout ça. Et c'est ça qui fait la capacité de 33 microfarads pour une tension de 400 volts. Voilà. Concernant les alimentations, je pense pas avoir dit trop de bêtises. Normalement, on a à peu près fait le tour. Si, petite précision, vous avez vu que vous avez un redressement donc, qui est fait par la lampe, par le tube, la redresseuse en fait, mais que pour la position 6 volts, hein, pour le 6 volts qui sert pour le chauffage des lampes et les lampes d'éclairage, et bien en fait on passe pas par la redresseuse, hein. C'est-à-dire que c'est une tension alternative hein, qui vient là. Hein.
C'est pas une tension continue là par contre, hein. Le chauffage sur les lampes, c'est de l'alternatif aussi, hein. Ça sert juste à faire chauffer un filament. Filament, vous savez, les lampes d'éclairage qu'on avait avant, voilà, c'est ça, hein, c'est rien d'autre, hein. Ça fait chauffer, ça la met en température et puis voilà. Donc en fait, dans une lampe, vous avez une tension alternative sur le filament de chauffe, sur le chauffage, et une tension continue pour faire fonctionner votre tube en fait. Donc la partie redressage de la tension, elle ne se fait pas sur tous les secondaires du transformateur. Elle se fait que sur ce qu'on appelle la haute tension. La partie basse tension, 5 volts, 6 volts et tout ça, c'est de l'alternative. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, on a vraiment fait le tour, cette fois on a fini, ça va faire une vidéo vachement longue, j'en suis désolé, mais fallait qu'on fasse le tour du CG. Vous allez voir pour ce qui suit, ça va être encore bien plus long, je le dis tout de suite, hein. Ça, alors là, c'est clair, net, précis. Il y a certains trucs, il y aura des vidéos de 2 heures, voire 2h30 hein, sur certains sujets. Quand on va commencer à taper dans les transformateurs haute tension, ça va être chaud patate, hein. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez l'espace commentaire si vous avez des questions, des suggestions, et puis vous avez un mois pour connaître tout ça par cœur sur le bout des doigts, avant qu'on passe à l'étape suivante, sur la partie BF. Alors, on n'en va pas très loin, la partie BF elle est juste à côté hein, en principe, hein. Elle n'est pas très loin de la partie, enfin encore que ça dépend des montages, et dans certains montages. Mais la partie BF, en fait, en principe, elle n'est pas très loin parce que c'est ce qui va consommer le plus de courant dans la TSF. Donc, en principe, elle est relativement proche du transformateur. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, à dans un mois pour la partie BF. Salut!